À chaque fois que je commence à jouer à un nouveau jeu vidéo, ça me prend tellement de temps pour choisir mon personnage. Je me souviens encore de mon premier jeu Pokémon. J'avais pris au moins 20 minutes à choisir entre les personnages de type herbe, feu ou eau. J'avoue que c'est un peu ridicule. Et une des raisons pour lesquelles choisir son personnage peut être si difficile est que chaque personnage a ses propres caractéristiques et pouvoirs qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Le choix du personnage détermine le style de jeu et les stratégies qui pourront être utilisées au cours du jeu. Bon, c'est assez sur les jeux vidéo. Comment est-ce que tout ça est pertinent sur ce qui nous intéresse, les virus? Comme nous avons mentionné lors du dernier épisode, les différents virus, comme nos Pokémon favoris, ont différentes caractéristiques qui les distinguent. Tout ça est important puisque ces caractéristiques ont une influence sur la façon dont les virus attaquent nos cellules, comment nous pouvons nous défendre, et les médicaments et vaccins qui sont efficaces pour les combattre. Sur ce, aujourd'hui nous abordons la biologie moléculaire de nos deux personnages principaux, le coronavirus et le VIH. Nous allons discuter des structures qui les composent et de leurs fonctions. Je m'appelle Nicolas et je vous rappelle que c'est l'épisode 2 de notre série en collaboration avec le Center for Blood Research. Sans plus tarder, commençons! Voici deux images réelles de nos virus prises avec des microscopes spéciaux, le SRAS-CoV-2 à gauche et le VIH à droite. Je vous rappelle que le mot corona signifie couronne en latin. Et sur l'image de gauche, on peut même voir les petites pointes tout autour du virus qui font penser à une couronne. C'est ce genre de structure dont nous allons parler aujourd'hui. On va y aller petit à petit, en commençant par la couche externe et en examinant ensuite les protéines de fixation, le génome, les protéines structurales et les autres composantes. D'un point de vue biologique, les protéines sont des molécules que toutes les cellules et les virus fabriquent pour survivre et effectuer leurs tâches spécifiques. Vous verrez que les virus, comme nos cellules, sont composés en bonne partie de protéines. De plus, un des plus grands rôles de la cellule est de produire d'autres protéines à l'aide des organismes dont nous avons parlé. À gauche, dans la partie bleue, on a le coronavirus, et à droite, en rouge, le VIH. Les couches extérieures des deux virus est une membrane appelée l'enveloppe lipidique. Certaines structures, comme celle-ci, sont communes aux deux virus. Comme vous pouvez le voir, cette enveloppe est fluide, mais elle offre quand même une bonne protection au virus. Comme son nom l'indique, l'enveloppe est faite de lipides, qui est une autre sorte de molécule. Les huiles et les gras sont des exemples de lipides. Si on regarde la membrane de plus près, chaque lipide est composé d'une petite tête et de deux petites queues. Ensemble, les lipides forment deux couches séparées dans lesquelles les petites queues se font face. Cette membrane aide les virus à infecter notre cellule tout en offrant une protection contre l'environnement. En fait, cette membrane est très similaire à la membrane extérieure de nos cellules. C'est ce qui explique que la membrane des virus peut fusionner avec celle de nos cellules pour injecter leur matériel génétique et causer une infection. Par contre, cette enveloppe peut être endommagée par le savon ou d'autres produits désinfectants comme l'alcool et l'eau de javel. Les molécules de savon s'insèrent entre les particules de lipides et affaiblissent la membrane. Se laver les mains avec de l'eau et du savon peut complètement désintégrer l'enveloppe et détruire le virus. C'est pour ça que c'est tellement important. Bon, voilà pour l'enveloppe lipidique. Mais avant de pouvoir fusionner avec nos cellules, les virus doivent d'abord se fixer à elles. Voyons voir comment ils font ceci. Pour le SRAS-CoV-2 et le VIH, les structures permettant au virus de reconnaître et de s'attacher à nos cellules sont des glycoprotéines appelées protéines de fixation. Ces glycoprotéines sont de formes différentes pour chaque virus. Pour le coronavirus, ces protéines forment des pics et sont donc appelées protéines S, le S étant pour le mot spike en anglais. Pour le VIH, ces glycoprotéines sont simplement appelées GP pour glycoprotéines. Ces deux glycoprotéines sont nécessaires pour permettre au virus d'entrer dans les cellules. Elles agissent comme la clé qui ouvre la serrure de la cellule. En effet, les glycoprotéines se lient à des récepteurs sur la surface des cellules. Ces récepteurs activent d'autres protéines qui permettent éventuellement la fusion du virus avec la cellule. Dans le cas du SRAS-CoV-2, les protéines S se lient à des récepteurs appelés AS2, qui sont situés un peu partout dans notre corps, mais en grand nombre dans nos poumons et nos reins. Le virus se fixe au récepteur et entre dans la cellule.
Le VIH utilise ces glycoprotéines pour se fixer à une autre sorte de récepteur, qui se trouve sur des cellules spécifiques de notre système immunitaire appelées lymphocytes T CD4. Ces cellules se nomment ainsi à cause des récepteurs CD4 sur leur surface. Je devrais préciser que ces récepteurs ne servent pas seulement à permettre au virus d'infecter nos cellules. Ces récepteurs ont plusieurs autres fonctions importantes, mais les virus ont réussi à trouver comment s'en servir pour truquer les cellules et les envahir. Sans ces récepteurs spécifiques, les virus ne pourraient pas entrer dans nos cellules, ce qui explique que le coronavirus ne peut pas se fixer à un récepteur CD4 et le VIH est incapable de s'attacher à un récepteur ACE2. Voilà ce qui en est pour la structure qui permet au virus d'entrer dans nos cellules. Dans le dernier épisode, nous avons terminé par une question sur le code génétique des virus. Nous vous avions demandé de quoi est composé le génome des virus, le livret d'instructions qui permet de construire de nouveaux virus. Les options étaient les protéines, l'ARN, l'ADN ou les deux. Et la réponse est les deux. Les virus peuvent avoir un génome composé soit d'ADN ou d'ARN, mais pas les deux en même temps. Dans le cas du SARS-CoV-2 et du VIH, le génome est composé d'ARN. Mais quelle est la différence entre l'ADN et l'ARN? Eh bien, c'est à partir de l'ADN qu'est construit l'ARN, et c'est à partir de l'ARN que sont fabriquées les protéines. Le processus de passer de l'ADN aux protéines comprend deux étapes et s'appelle le dogme central. Nous pouvons comparer ce processus à l'usage d'un livre de recettes pour cuisiner notre mets préféré. L'ADN serait le livre de recettes qui explique toutes les étapes à suivre pour faire toutes les recettes du livre. L'ARN, c'est comme si nous faisions une photocopie de la page spécifique de notre recette afin de ne pas abîmer le livre. Finalement, nous suivons chacune des étapes décrites sur cette recette photocopiée pour préparer notre mets, qui représente le produit final, comme la protéine dans le dogme central. Comment ce processus se déroule-t-il dans nos cellules? Tout d'abord, notre ADN se trouve dans un compartiment de la cellule qui s'appelle le noyau. C'est ici que l'ADN est copié pour produire l'ARN. L'ARN est ensuite transporté à l'extérieur du noyau où son code est utilisé comme instruction par une petite machine qui s'appelle le ribosome pour construire des protéines. Donc, le VIH et le coronavirus utilisent tous les deux leur ARN pour construire leurs protéines, utilisant les ribosomes de nos cellules. Ces deux virus ont des stratégies très différentes pour accomplir cela, par contre, et nous en discuterons bientôt. Mais avant, il est important de parler des protéines qui donnent au virus sa structure et qui servent de protection additionnelle pour le génome. Le génome du VIH et du SARS-CoV-2 sont tous les deux liés à des protéines appelées nucléocapsides. Le VIH contient des protéines additionnelles qui forment la capside, une enveloppe en forme de cône autour du génome, et des protéines de matrice. Dans le cas des deux virus, l'ARN est lié à des nucléocapsides qui servent de protection et aident à l'assemblage du virus. La capside, dans le cas du VIH, sert de protection additionnelle pour l'ARN une fois que le virus est entré dans la cellule. En fait, dans cette image du VIH que vous avez vue plus tôt, nous pouvons observer la capside qui est le point noir dans le cercle rouge. Dans le cas du VIH, des protéines structurales additionnelles appelées protéines de matrice jouent aussi un rôle important dans l'assemblage du nouveau virus. Elles tapissent l'intérieur du nouveau virus et l'aident à sortir de la cellule infectée. Bref, on pourrait dire que ces protéines aident à assembler le virus et à protéger le génome, comme une boîte qui contient notre commande quand nous achetons un objet fragile sur l'Internet. Dans cet exemple, la couche externe serait la boîte qui contient notre objet fragile, qui représente le génome. La capside serait le papier bulle qui aide à protéger le contenu de la boîte. Les protéines de matrice sont comme les billes d'emballage qui représentent le reste de l'espace dans la boîte et fournissent du support. Dans cet exemple, les glycoprotéines spécifiques de chaque virus, qui servent de protéines de fixation, dont nous avons parlé plus tôt, représenteraient l'étiquette sur la boîte qui assure qu'elle sera livrée à la bonne adresse. Le dernier élément de nos virus dont nous allons discuter sont les autres protéines qui jouent un rôle important dans le cycle de la vie des virus. Pour le coronavirus, nous allons nous concentrer sur deux petites protéines qui s'appellent protéine M pour membrane et protéine E pour enveloppe. Pour le VIH, les principaux agents viraux sont la transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le virus relâche son code génétique dans la cellule qui l'infecte.
C'est aussi le cas pour le coronavirus. Directement à partir de l'ARN viral, les ribosomes de notre cellule construisent de nouvelles protéines virales. Le coronavirus est composé d'environ 27 types de protéines, incluant la protéine S et les nucléocapsides dont nous venons de discuter, ainsi que deux autres protéines importantes, la protéine M et la protéine E. Ces deux protéines jouent un rôle crucial pour transformer la cellule hôte en vrai atelier à créer des protéines virales et à assembler de nouvelles copies virales. Les agents viraux du VIH sont très différents de ceux du coronavirus, alors le processus de construction des protéines virales est différent. Quand le VIH relâche son génome dans la cellule infectée, l'ARN est transformé en ADN, qui est ensuite intégré dans l'ADN de la cellule. Ceci est possible grâce à l'activité de deux agents viraux spéciaux du VIH. Le premier est la transcriptase inverse, qui utilise le brin d'ARN du VIH pour faire de l'ADN. Le nom transcriptase inverse est logique puisque cette protéine fait l'inverse de ce que nos cellules font. Rappelez-vous, nos cellules font de l'ARN à partir de l'ADN, alors que le virus fait de l'ADN à partir de l'ARN. Ce nouvel ADN est transporté au noyau de la cellule, où se trouve notre ADN, et il est intégré avec l'aide d'une protéine qui s'appelle intégrase. Une fois que l'ADN du VIH est intégré dans l'ADN de la cellule, cette cellule est infectée pour la vie. Même si la cellule contient maintenant le génome du VIH dans son ADN, elle continue à faire de l'ARN et des protéines comme elle le faisait avant. Puisque la cellule ne peut pas faire la différence entre l'ADN du VIH et son ADN à elle, elle produit également de l'ARN viral et des protéines virales. Un troisième agent viral spécial joue un rôle important dans le cycle de vie du VIH, la protéase. Cette protéine est un enzyme qui transforme les protéines du VIH pour s'assurer que les nouvelles particules virales sont prêtes à infecter d'autres cellules. Et voilà, nous avons passé à travers les structures majeures de ces deux virus, discutant brièvement de leur rôle dans le cycle de vie des virus. En somme, comme notre personnage Pokémon favori, ces virus ont différentes caractéristiques et habiletés qui déterminent leur stratégie pour infecter nos cellules. Comme les Pokémon, les virus peuvent se faire battre par certaines attaques. En effet, notre corps tente et réussit parfois à trouver des façons de combattre et d'éliminer ces virus grâce à notre système immunitaire, duquel nous allons discuter dans notre prochain épisode. Comme la dernière fois, nous allons vous laisser avec une question sur notre prochain sujet. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'anticorps. Les anticorps ont un lien avec l'habileté de notre corps à combattre les virus, mais que font-ils exactement? Voici vos 4 options et nous expliquerons cela dans notre prochain épisode. À bientôt!